Bonjour à tous, ce podcast est dédié à l'intérêt et aux bénéfices de pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose lorsque l'on souffre de douleurs chroniques. En nous appuyant sur des études scientifiques, nous définirons tout d'abord la douleur chronique, nous verrons ensuite qu'est-ce que l'hypnose, puis nous aborderons les bénéfices de l'hypnose dans la gestion de la douleur chronique. En préambule, je rappelle que l'hypnose n'est pas une croyance ou une vue de l'esprit, mais un état découlant d'une activité cérébrale particulière, au même titre que la veille ou le sommeil. Elle est étudiée scientifiquement et utilisée en Occident pour la gestion de la douleur dans les services hospitaliers, pour aider les patients lors des soins ou encore durant des chirurgies éveillées, et aussi dans les centres antidouleurs pour la prise en charge de la douleur chronique. Donc, premièrement, qu'est-ce que la douleur chronique ? Pour cela, nous devons commencer par définir la douleur elle-même. Il existe une définition officielle de la douleur selon les critères de l'Association internationale de l'étude de la douleur, et je vais vous la lire. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à un dommage tissulaire réel ou potentiel, ou simplement décrite en termes d'un tel dommage. Vous avez sans doute remarqué que vous pouviez peut-être redouter les prises de sang, alors que vous n'avez pas senti grand-chose, par exemple une fois lorsque vous êtes tombé sur une pierre en randonnée. En revanche, vous avez peut-être un ami qui vous dit ne rien ressentir du tout durant une prise de sang. Eh bien, c'est ce que décrit cette définition. La douleur est une expérience subjective et donc propre à chacun. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque l'on perçoit une douleur, elle regroupe en réalité 4 composantes. Une composante sensoridiscriminative, c'est-à-dire l'intensité de la douleur, la tonalité, donc par exemple une sensation plutôt de piqûre ou d'écrasement, la localisation donc dans le corps, la durée. Une composante cognitive, donc c'est le sens qui est donné à l'expérience. Une composante émotionnelle, c'est-à-dire la perception désagréable, qui est déterminée par la douleur et par son contexte humain et environnemental, c'est-à-dire à quel moment de votre vie arrive-t-elle, et puis à quel événement de votre vie vous la reliez. Et une composante comportementale. Ce sont les manifestations verbales et non verbales, telles que la plainte, la crispation ou encore bien la peur de bouger. Pour illustrer encore une fois cette subjectivité de la douleur, on peut rappeler Milton Erickson, donc le père de l'hypnose ericksonienne, qui disait que la douleur était constituée de 1/3 des douleurs passées, 1/3 des douleurs actuelles et 1/3 d'anticipation de la douleur. Ce que l'on comprend ici, c'est que la lésion actuelle ne produit qu'1/3 de la douleur ressentie. Mais les expériences passées et l'anticipation de la douleur future et de ses conséquences peuvent augmenter la sensation douloureuse. Si vous anticipez la douleur, par exemple vous avez l'habitude d'avoir mal durant les prises de sang, bien quand vous allez faire une prise de sang, vous allez voir que déjà probablement vous allez vous crisper et en fait l'anticipation de la douleur fait que probablement vous aurez plus mal. Si la douleur est le langage du corps pour nous alerter de l'existence d'un dysfonctionnement, lorsqu'elle se chronicise, donc elle devient chronique, elle perd sa qualité de signal d'alarme et devient alors une maladie en soi. Ce que l'on voit, c'est que la douleur est fortement liée à un contexte personnel et s'articule autour de 3 aspects: mémoire, douleur et émotion. Dans ce contexte, et pour des raisons propres à la personne douloureuse, la douleur peut continuer dans le temps au-delà de ce qui est habituel. C'est ce que l'on nomme la douleur chronique. La douleur est considérée comme chronique lorsqu'elle évolue depuis plus de 3 à 6 mois et qu'elle répond insuffisamment au traitement. Donc là, j'ai envie de vous dire quelque chose qu'un médecin algologue très intéressant, j'aime beaucoup, m'a fait remarquer. C'est que les Grecs anciens avaient tout compris. C'est-à-dire que
Algae. Algae, ça signifie la douleur en grec. Et elle avait 3 visages, qui étaient les 3 déesses de la douleur, les Algées. Lup, la douleur, Akos, le deuil, et Ania, le chagrin. Pour illustrer, je vais vous donner un exemple qui n'est pas exhaustif, bien sûr, mais il est vrai qu'il arrive qu'une personne décompense une maladie suite à un stress important, comme la perte d'un proche, par exemple. Décompenser, cela signifie ici qu'elle avait un léger dysfonctionnement sous-jacent, parfois même sans réels symptômes, et que suite à un choc psychologique, la maladie progresse d'un seul coup et devient à l'origine de symptômes plus importants. Du fait du contexte de la souffrance morale, la douleur ou les symptômes peuvent être perçus plus intensément et cela peut même conduire à la chronicisation de la douleur. Il a également été mis en évidence, à travers des études psychologiques, des facteurs prédictifs de douleurs chroniques, tels que l'anxiété, la dépression et le catastrophisme. Le catastrophisme étant les ruminations et les pensées dirigées sur la douleur qui amplifient le vécu de la douleur par le patient. Voilà pour les raisons de la chronicisation de la douleur, donc 3 mots-clés, voyez, qui étaient déjà connus par les Grecs anciens: mémoire, douleur et émotion. Mais la douleur chronique a également des conséquences sur la vie de la personne, qui se retrouve quasiment dans un cercle vicieux. Pourquoi ? Déjà parce que les conséquences physiologiques de la douleur chronique rendent le système nerveux hypersensible, c'est-à-dire que le seuil de sensibilité à la douleur va s'abaisser. Qu'il vous ait pas mal ou peu mal avant, on va avoir plus de mal à le supporter. Et puis, cette composante sensorielle s'accompagne d'une modulation émotionnelle importante qui va impliquer des émotions telles que la colère, la tristesse, la déception et le découragement. Cela va induire un vécu de souffrance personnelle, relationnelle, professionnelle, spirituelle, c'est-à-dire que tous les domaines de la vie vont être touchés. Avoir mal en permanence ou de façon récurrente sur le long terme, ça rend nerveux, ça empêche de dormir correctement bien souvent, donc on accumule de la fatigue. Encore plus, il y a une inflammation sous-jacente, c'est fatigant d'avoir une inflammation sous-jacente, ce qui nous rend encore plus nerveux, ce qui peut avoir un impact sur l'entourage. On est moins patient, l'entourage ne comprend pas forcément, l'entourage proche, les amis, la famille et encore plus les collègues de travail ne comprennent pas forcément à quel point on est fatigué, à quel point on a mal, on est parfois déconcentré, on peut développer une peur de sortir de chez soi et d'avoir mal, donc on se renferme. Cela peut avoir un impact sur nos relations sociales, on peut refuser des rendez-vous, parfois au dernier moment. Les autres ne comprennent pas forcément. Beaucoup de gens qui n'ont jamais souffert ne comprennent pas, ou alors il faut avoir vraiment beaucoup d'empathie. C'est pas le cas de tout le monde. On peut développer aussi une peur de bouger, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Et aussi, évidemment, j'ai envie de dire, de l'anxiété. En plus d'être une souffrance physique, c'est une souffrance psychologique qui impacte tous les domaines de la vie. La douleur chronique est considérée comme un phénomène complexe. Les études scientifiques s'accordent autour du fait que l'entrelacement des composantes biologiques, psychologiques et socio-professionnelles de la douleur façonne l'expérience personnelle du sujet qui est liée intrinsèquement à son vécu. De plus, elle induit en effet des changements physiques et psychosociaux qui impactent négativement la qualité de vie. Actuellement, aucun traitement ou thérapie unique ne peut traiter tous les aspects de cette pathologie. Par conséquent, la douleur chronique nécessite une approche holistique qui prend en compte simultanément ces 3 dimensions pour permettre aux patients de sortir de l'enlisement.
Les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose ont leur place dans cette prise en charge globale du patient parce qu'elles permettent de réinvestir à la fois le corps et l'esprit. Donc, seconde partie, qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose est un état modifié de conscience naturel dû à une activité cérébrale particulière qui présente 3 composantes principales. L'absorption, c'est-à-dire la capacité à s'impliquer complètement dans une expérience imaginative. La dissociation psychique, qui est la séparation mentale de comportements qui ordinairement vont de pair, c'est-à-dire qu'on est à la fois ici et ailleurs. Et la suggestibilité, ce qui signifie la capacité d'accepter et de suivre les instructions ou suggestions du professionnel utilisant les techniques hypnotiques. C'est un état qui se situe entre la veille et le sommeil, et pour le reconnaître, on peut se fier à ses caractéristiques qui sont la modification de la perception du temps et de l'espace, le sentiment de détente, l'hyperabsorption de l'attention et la diminution du jugement et de la censure. On est dans une logique proche du rêve. On peut se trouver naturellement en état d'hypnose au cours de la journée ou juste avant de s'endormir. On peut également entrer en hypnose de façon volontaire avec l'aide d'un professionnel qui va nous accompagner dans le règlement d'une problématique en faisant appel à nos ressources internes. Et puis, on peut entrer en hypnose de manière autonome et c'est ce que l'on appelle l'auto-hypnose. En troisième partie, quels sont les bénéfices à pratiquer l'hypnose dans la gestion de la douleur chronique ? Pourquoi on a intérêt à pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose quand on souffre de douleurs chroniques ? Il faut savoir déjà que de nombreuses études scientifiques ont montré que l'hypnose était supérieure, avait des résultats meilleurs que d'autres techniques telles que la kinésie ou le combo de techniques. Alors, premièrement, effet analgésique de l'état hypnotique. Des études cliniques, en particulier celles de l'équipe du docteur Fémonville, Marie-Elisabeth Fémonville, qui est pionnière dans l'hypnosédation et anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Liège, ces études ont mis en évidence un effet analgésique de l'état hypnotique, c'est-à-dire que le fait même d'être en état d'hypnose permet d'emblée de diminuer la sensation douloureuse. Pour l'explication scientifique, elle a démontré, en se basant sur la distribution de l'activité cérébrale, estimée par la mesure du débit sanguin cérébral durant l'hypnose, lors de l'application de stimulation nociceptive. Concrètement, ils ont appliqué une stimulation douloureuse et ont regardé par imagerie où allait le sang dans le cerveau, ce qui signifie que la région en question est impliquée dans le mécanisme. Et donc, il a été montré un changement significatif dans l'activité du cortex singulaire antérieur en cours d'hypnose, en sachant que le cortex singulaire antérieur est impliqué dans l'intensité des composantes affectives et sensorielles de la douleur. Le processus hypnotique diminue et module ainsi la nociception. Cet effet peut être utilisé pour soulager la douleur aiguë, par exemple si vous tombez et que vous avez mal, la douleur due aux soins,
et pour la douleur chronique. Cela permet de donner un moment de répit ou peut être utilisé en cas de crise pour s'endormir par exemple, dans le cas de la douleur chronique. Deuxièmement, la suggestibilité accrue en lien avec l'hypnoanalgésie. Donc, comme je vous le disais en seconde partie, l'état hypnotique rend plus sensible aux suggestions et il a été démontré en premier par l'équipe de Rainville en 97. Vous voyez, ça date un petit peu. Il a été montré que les suggestions hypnotiques d'analgésie diminuent de façon significative l'activité des régions corticales impliquées dans la douleur. Les suggestions hypnotiques d'analgésie, il y en a plusieurs, je pense que vous pouvez en retrouver dans mes vidéos. Par exemple, si c'est une douleur qui brûle, on peut suggérer de la glace et le confort augmente. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là encore, il s'agit d'une propriété qui peut être utilisée également pour soulager la douleur aiguë et la douleur due aux soins. Et puis, comme tout à l'heure, en cas de crise pour la douleur chronique ou pour s'endormir. Maintenant, je vais vous parler de propriétés, de bénéfices qui concernent la douleur chronique uniquement. Alors tout d'abord, une chose importante, c'est qu'il a été démontré que pour avoir des bénéfices qui tiennent dans le temps, il fallait entre 7 et 8 séances d'hypnose. Donc pour la douleur chronique, on va aller aussi explorer les causes de cette douleur et ses conséquences. Et c'est ça qui est très important. Donc pour les causes, on va faire le parallèle entre l'histoire de vie de la personne et l'histoire de sa douleur. En lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, mémoire, douleur, émotion. Vous voyez le rapprochement. On va l'amener à déposer les liens qu'elle fait elle-même entre les deux. Et on va aller travailler, avec l'accord de la personne, bien sûr, ces liens. Et puis, on peut travailler également sur des croyances limitantes. Par exemple, si la personne pense qu'elle ne sera jamais soulagée, qu'elle vivra toute sa vie avec la douleur chronique, mais on peut aller travailler ça aussi en hypnose. On a des protocoles de croyances, d'ailleurs vous pouvez en retrouver sur ma chaîne. Pas forcément en lien avec la douleur d'ailleurs, par exemple en lien avec l'abondance. J'avais fait des protocoles liés aux croyances limitantes. Pour les conséquences, on va pouvoir travailler l'anxiété si elle est présente, la peur du jugement d'autrui, la peur de sortir, la peur de bouger, et puis la confiance en soi, la résilience. C'est vraiment un champ vaste et donc effectivement on a de quoi occuper 7 à 8 séances, en sachant qu'il y a un gain de bien-être à chaque séance. Vous comprendrez donc pourquoi le point 3, pas des moindres, de nombreuses études cliniques mettent en évidence l'intérêt de l'hypnose dans la prise en soin du patient douloureux chronique, et bien notamment du fait que l'hypnose permet de réinvestir à la fois le corps et l'esprit. Donc l'esprit par tout ce que je viens de vous expliquer, avec le lien entre l'histoire de vie et l'histoire de la maladie, les croyances limitantes, les conséquences, et donc le corps par tout ce qui est analgésie. Et bien le point 4 maintenant. Les mécanismes neuronaux qui sous-tendent les effets de l'hypnose sur la douleur sont partiellement compris. Il apparaît que les suggestions hypnotiques d'analgésie diminuent significativement l'activité des régions corticales impliquées dans la douleur. Des études par tomographie par émission de positons ont démontré que l'hypnose peut moduler de façon indépendante les composantes sensoridiscriminatives. Donc je rappelle intensité, localisation et affective, donc les émotions. Ce qui est intéressant,
c'est que l'on va pouvoir travailler spécifiquement la dimension affective et en particulier aussi l'anticipation de la douleur. Et puis, on va pouvoir travailler aussi l'intensité de la douleur. Alors, par exemple, ça peut être une suggestion d'hypnoanalgésie, bien avec un bouton, une machine particulière. On suggère une visualisation d'un bouton qui régulerait la douleur, et puis on peut diminuer la douleur. Et puis, le 5e point qui est aussi très important, c'est l'autonomisation. L'autonomisation du patient dans la prise en soin de sa douleur chronique est reconnue comme primordiale. C'est-à-dire ne pas dépendre d'une tierce personne et être capable d'agir soi-même sur sa douleur chronique. Alors, pourquoi apprendre et pratiquer l'auto-hypnose ? Eh bien parce que cela permet déjà d'être indépendant et de ne plus attendre un rendez-vous avec une tierce personne pour nous soulager. Par exemple, on n'a pas de dentalgique sous la main, on peut déjà s'améliorer avec l'auto-hypnose. On peut agir seul et ça nous redonne un pouvoir. Ça diminue cette anxiété aussi. Vous voyez, ça va jouer sur les émotions. On reprend confiance en soi, on reprend confiance en son corps. On refait partenaire avec son corps. Cela redonne un pouvoir sur sa propre douleur, sur son propre corps qui jusque-là nous échappait. Dans la douleur chronique, parfois on se demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'on n'y arrive pas. Puis des fois, l'entourage leur met une couche. Qu'est-ce que tu ne fais pas bien? Pourquoi tu n'essayes pas ci, tu n'essayes pas ça? Vous avez déjà tout essayé. On va pouvoir faire de l'auto-hypnose et puis on va y arriver de mieux en mieux. Et puis on va rentrer en fait dans un cercle vertueux. Alors que je vous rappelle qu'avec la douleur chronique, on rentre dans un cercle vicieux. Là, on va totalement inverser la tendance. Donc pour conclure, l'hypnose a de multiples bénéfices pour la gestion de la douleur. Dans le cas de la douleur chronique, elle permet d'agir à plusieurs niveaux. Le niveau sensoriel, l'intensité par exemple, la gestion de la douleur, diminuer une anticipation négative par exemple, le niveau cognitif, donc faire des liens entre la douleur et donc les pensées négatives, le niveau émotionnel, en lien par exemple avec les deuils non faits, et le niveau motivationnel, c'est-à-dire aider le patient, s'aider soi-même à trouver des ressources, trouver ses ressources internes lui permettant de se mobiliser, de devenir actif dans sa prise en charge, dans sa prise en soin. L'hypnose favorise une meilleure gestion de la douleur et des émotions qui l'accompagnent et s'inscrit dans une démarche active et consentante où le patient va peu à peu mobiliser des ressources, lui redonnant un pouvoir sur sa propre prise en soin. Donc l'hypnose, une technique très intéressante qui va permettre de retrouver, de retourner dans un cycle vertueux et de progresser petit à petit et d'avoir un outil qu'on peut utiliser à tout moment. Parce que cet outil est en nous. On ne dépend pas d'une personne, on ne dépend pas d'un objet. Il est dans notre tête, on sait faire et on peut l'utiliser quand on veut. Voilà pour ce podcast sur l'intérêt et les bénéfices de l'hypnose dans la douleur chronique. À bientôt pour d'autres thématiques.